On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Qu'est-ce qui, tout au fond, motive nos actions de tous les jours? Allez, réfléchissons-y juste une seconde. C'est quoi cette manie de vérifier son téléphone toutes les 5 minutes, même quand il n'y a aucune notification? Ou cette habitude de prendre toujours le même chemin pour aller au travail? D'où ça vient tous ces automatismes? Eh bien, et si la clé de tout ça, elle n'était pas cachée au fin fond de notre esprit, mais qu'elle était là, juste sous nos yeux, tout autour de nous, dans notre environnement, tout simplement? Bon, alors, on va plonger dans le vif du sujet. Cette approche, ça porte un nom. C'est le comportementalisme. Et l'idée derrière, c'était vraiment d'essayer de rendre la psychologie aussi objective, aussi scientifique que peuvent l'être la physique ou la biologie. L'idée centrale, en fait, elle est radicalement simple. Elle dit, pour comprendre pourquoi on agit d'une certaine manière, eh bien, concentrons-nous sur ce qu'on peut voir et mesurer. On met de côté les spéculations sur ce qui se passe dans la tête et on étudie simplement les actions et ce qui les déclenche à l'extérieur. Alors ça s'oppose complètement à ce qu'on appelle le mentalisme, qui lui va chercher les causes de nos actions à l'intérieur de notre esprit. Le comportementalisme, non, il regarde à l'extérieur. L'esprit, pour lui, c'est une sorte de boîte noire. Ce qui est intéressant, c'est ce qui entre et ce qui sort. Pas besoin de savoir ce qui se trame dedans. Et cette idée, qui est super bien résumée ici par une phrase inspirée du fondateur, John B. Watson, c'était une vraie révolution à l'époque, vraiment. Il disait en gros, arrêtons de nous regarder le nombril et concentrons-nous sur la seule chose qu'on peut réellement observer et mesurer, le comportement, point. Ok, super. Mais alors comment est-ce que cette théorie s'est construite? Qui sont les grands noms derrière tout ça et c'est quoi les idées vraiment fondamentales? Alors, il y a surtout 3 figures clés qui ressortent. D'abord, on a le physiologiste russe Ivan Pavlov, oui, celui avec les chiens. Ensuite, il y a l'Américain John B. Watson, c'est lui qui a vraiment lancé le mouvement. Et puis, un peu plus tard, B.F. Skinner, qui lui va développer les outils les plus puissants et aussi les plus controversés de cette théorie. À la base de tout ça, il y a une idée philosophique assez ancienne, celle de la tabula rasa. Ça veut dire page blanche. L'idée, c'est que l'être humain naîtrait avec un esprit complètement vierge et que c'est l'expérience, nos interactions avec le monde qui viennent petit à petit écrire, graver nos comportements sur cette page. D'accord, l'environnement nous façonne. Mais comment, concrètement? Comment est-ce qu'on apprend de notre environnement? Eh bien, les comportementalistes ont identifié 2 grands mécanismes, ce qu'ils appellent les conditionnements. Alors, le premier, c'est le conditionnement classique. C'est le plus connu, c'est l'expérience de Pavlov. En gros, ce qu'il a montré, c'est qu'un réflexe totalement involontaire, ici la salivation du chien, pouvait être déclenché par quelque chose qui n'a rien à voir à la base, comme le son d'une cloche. Comment? Simplement en associant les deux, encore et encore. Ok, ça c'est pour les réflexes. Mais pour les actions volontaires, celles qu'on choisit de faire, c'est là qu'arrive le deuxième type, le conditionnement opérant de Skinner. Et là, l'idée est différente. Elle dit que nos actions sont influencées par leurs conséquences, par ce qui se passe après qu'on ait agi. La grande différence, c'est le rôle du sujet. Chez Pavlov, avec le conditionnement classique, le sujet est passif, il subit l'association. Alors que chez Skinner, avec le conditionnement opérant, le sujet est actif. Il agit sur son environnement et il apprend des conséquences de ses propres actions. Bon, alors, ces fameuses conséquences, comment est-ce qu'elles façonnent nos actions exactement? Pour ça, Skinner a identifié 4 outils principaux. Pour bien comprendre le système, c'est simple. Il faut juste se poser 2 questions. La première, est-ce qu'on veut augmenter la fréquence d'un comportement ou la diminuer? Et la deuxième, est-ce qu'on va le faire en ajoutant quelque chose dans l'environnement ou en retirant quelque chose? Prenons des exemples, c'est toujours plus clair. Si on donne un point bonus à un élève, c'est un renforcement positif. On ajoute quelque chose d'agréable pour augmenter la probabilité qu'il recommence. Maintenant, si on annule les corvées parce que les notes sont bonnes, c'est un renforcement négatif. On retire quelque chose de désagréable. Et les punitions, eh bien, elles fonctionnent sur le principe inverse, pour diminuer un comportement. Ok, alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est quoi finalement l'héritage de cette pensée comportementaliste? Le message vraiment crucial, c'est celui-ci. On est en dialogue constant avec notre environnement. Tous les jours, à chaque instant, chacune de nos actions est subtilement encouragée ou découragée par ce qui suit, qu'on s'en rende compte ou non. Et cette idée, résumée par la pensée de Skinner, elle est puissante, elle est même carrément provocatrice. Elle suggère que ce qu'on aime appeler nos choix libres pourrait n'être, en réalité, que le produit de toute notre histoire de récompense et de punition. Une idée qui vient vraiment bousculer notre conception de la volonté.
Et ça nous amène à une question absolument vertigineuse. Si nos actions ne sont que le résultat d'une immense chaîne de causes et d'effets, quelle place reste-t-il vraiment pour le libre arbitre? C'est peut-être ça, la question la plus troublante que nous lèguent les comportementalistes.